Bonjour à tous. Merci. Et bienvenue à votre premier cours magistral de cette TUT rentrée, j'ai nommé le cours magistral d'UE5. Donc je me présente, je m'appelle Tilia, je suis étudiante... Bonjour. Je suis étudiante en 4e année de médecine et donc aujourd'hui... Aujourd'hui, je vais vous faire un cours d'UE5. Alors déjà, l'UE5, qu'est-ce que c'est ? C'est une matière qui est assez polyvalente et transversale. Ça va traiter de sociologie, de psychologie, l'homme et son environnement. Vous allez voir, il y a plein de choses assez intéressantes que vous allez pouvoir découvrir au cours de l'année et notamment au cours de cette pré-rentrée. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur la relation soignant-soigné, qui est quelque chose auquel vous allez être confrontés. À vrai dire, peu importe votre filière de santé, vous allez avoir à faire face à cette relation et à la gérer, parce que ce n'est pas quelque chose d'inné. Avant toute chose, vous noterez dans le poly que ce sont des pages blanches pour que vous puissiez écrire. Alors, je ne sais plus exactement combien de pages ont été laissées. Non, pas 12. Si jamais vous avez des feuilles avec vous, je vous invite à les sortir au cas où vous n'ayez pas assez de place. S'il faut que vous en demandiez à vos voisins, faites-le maintenant. Dans tous les cas, sachez que c'est une introduction qu'on vous fait ici, donc pas de panique. S'il y a des informations que vous n'avez pas, que vous n'arrivez pas à écrire, ça n'est pas dramatique, loin de là. Donc voilà, je vous laisse le temps de regarder, de sortir des feuilles. Donc, alors, ce cours magistral, en fait, il va être construit de la sorte. En gros, sur ma slide, il y aura le titre de ce dont je vais vous parler, et vous allez prendre des notes. Ensuite, je vous afficherai ce qu'il fallait écrire. De tout ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il était important de noter. Je vous laisserai un moment pour reprendre, et puis ensuite on enchaînera. Donc je vous poserai parfois la question de est-ce que c'est bon, tout le monde a noté ? Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à me le signaler en me faisant un X, et auquel cas, voilà, je rajouterai un petit peu de temps. Donc si c'est tout bon, on va pouvoir commencer. Alors, je n'ai pas fait mon diaporama dans l'ordre, parce que je ne suis pas très douée. Ok, voilà. La relation soignant-soigné. Donc, comme j'ai pu vous le dire, c'est une relation à laquelle vous allez être confrontés, quoi qu'il advienne, dans la mesure où vous allez être des professionnels de santé. Donc, c'est une relation qui n'est pas innée. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on est programmé. Ce sont des situations particulières, inédites en quelque sorte. Vous n'êtes pas programmé pour y réagir correctement. Donc là, ce qu'on va aborder, c'est l'aspect très théorique. Ça peut paraître quelque peu, c'est un petit peu loin comme notion, on ne se les représente pas, mais ce sont des choses que vous allez perfectionner au cours de vos stages. C'est via la pratique que vous allez comprendre toutes ces notions, mais il est néanmoins important de déjà les visualiser en théorie, pour pouvoir identifier les mécanismes et autres attitudes que vous pourrez avoir, vous. On va commencer par dire que cette relation, eh bien, elle n'est pas si simple, comme j'ai pu vous le dire, pour de nombreuses raisons. Tout d'abord parce que fondamentalement, cette relation, elle est asymétrique. Pourquoi ? Cette relation, il y a deux parties. Il y a vous, en tant que professionnel de santé, et le patient. Il y a le soignant et le soigné. En l'occurrence, le soigné, s'il vient vous voir, s'il vient vous consulter, c'est qu'il est dans une situation de détresse. C'est que quelque chose ne va pas. Il vient dans une situation qui n'est pas agréable. Il est inquiet. Il attend des choses de vous. Et vous, en face, vous êtes le détenteur du savoir, vous êtes la personne qui a le pouvoir de guérir. Dans l'esprit collectif, c'est quelque chose d'assez obscur. Vous avez la connaissance. Donc, par nature, cette relation, elle est déséquilibrée. Vous êtes en position de pouvoir et le soigné, lui, est en position de détresse. C'est une relation qui est également émotionnellement touchante, dans le sens où ce sont, encore une fois, des situations assez particulières, qui peuvent être assez difficiles à vivre, qui peuvent vous raisonner avec vos propres expériences, vous pouvez vous identifier au travers de ces relations, de ces situations. Donc émotionnellement, ce n'est pas quelque chose de neutre. Et comme j'ai pu le dire, c'est une relation dans laquelle on retrouve beaucoup d'attentes et d'espérances mutuelles. Le soigné, en se rendant chez le soignant, il attend la guérison, il attend les réponses à ses questions. Le soignant, quant à lui, il attend une confirmation de son pouvoir de guérison. Il attend de voir en quelque sorte que toutes ces années d'études, elles ont payé et qu'il est en mesure de régler les problèmes, qu'il est en mesure de soigner. Donc voilà, cette relation, elle est chargée, tout simplement, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou du point de vue des attentes qu'on peut
qu'on peut y trouver. Donc voilà, un petit résumé de ce que j'ai pu dire. Donc là, c'est vraiment l'essentiel pour cette partie. Ok, si c'est bon, donc encore une fois, n'allez pas trop dans les détails. Si c'est bon, je vais passer à la slide suivante. Donc là, on va aborder les mécanismes de transfert et contre-transfert, donc ça rentre encore dans ce que je viens de vous parler. Déjà, commençons par le plus simple, les définitions. Qu'est-ce que signifie le mot transfert? Eh bien, le transfert, c'est l'ensemble des émotions ressenties par le soigné à l'égard du soignant, ressenties par le patient à l'égard du professionnel de santé. Donc ces sentiments, ils peuvent être très variés. Ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, quand le soignant ne trouve pas ce qui ne va pas. Ça peut être une reconnaissance, parfois démesurée. La figure du soignant peut devenir quelque chose de très important. Il peut y avoir de l'admiration. Voilà. Il y a plein de choses, que ça soit positif ou négatif. Intrinsèquement, ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas positif, négatif, ce sont juste des sentiments ressentis à l'égard du soignant. À l'inverse, le phénomène de contre-transfert, c'est ce que le soignant ressent à l'égard du soigné. Parce qu'il y a des choses que le soignant ressent, positives ou négatives, encore une fois. De même sorte, le soignant peut être frustré quand la situation est difficile, qu'il n'a pas les réponses. Si jamais le patient n'est pas compliant, si jamais il ne suit pas les recommandations, le soignant, naturellement, humainement, peut ressentir de la frustration, de l'agacement, toute une myriade d'émotions. En fait, ces deux phénomènes, ce sont une multitude d'associations d'émotions qui ne sont pas vraiment contrôlables. Les sentiments, les émotions que vous ressentez à l'instant T, ce ne sont pas des choses que vous contrôlez. Et on ne va pas vous reprocher de ressentir des choses. Ce qu'il est important, c'est de contrôler les actions qui en découlent. Certes, vous allez ressentir des choses, mais le but, ça va être d'agir correctement, d'agir éthiquement. Voilà. Il y a une posture de neutralité que vous devez conserver, que le soignant doit conserver, c'est-à-dire qu'à l'égard du patient, peu importe ses valeurs, peu importe à quel point le patient peut être agaçant, il faut être neutre et ne pas exprimer ses pensées. Donc ces phénomènes, ils sont ambivalents. Ils vont dans les deux sens. Ils ne sont pas contrôlables, mais analysables. Et c'est en les analysant, en ayant conscience qu'ils existent, qu'on peut ainsi agir sur nos actions. Au final, c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas forcément important ce que vous pensez. Ce qui est important, c'est la manière dont vous vous comportez. Hop. Donc voilà les définitions. Vérifiez que ça correspond à ce que vous avez noté. Ok, ça a l'air bon. Donc on va passer à la slide suivante. Donc ok, maintenant on a ce constat. C'est une relation qui n'est pas facile. Il y a des phénomènes qui se produisent. Vous allez ressentir des choses, le patient va ressentir des choses. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? L'objectif, au final, c'est d'être dans une posture neutre et bienveillante. Comment on y parvient? Donc ça a été très théorisé. Vous verrez, ou du moins, les professionnels de santé, dans l'exercice de leur fonction, ils ne se représentent pas tous ces phénomènes constamment. C'est quelque chose qui peut se faire aussi de manière assez instinctive. Néanmoins, c'est toujours utile d'avoir ces choses-là théorisées pour mieux les comprendre. Donc en parlant de théorie, donc Charlie Kangui, je ne sais pas comment ça se dit, désolé Charlie, qui est un médecin psychiatre spécialisé dans tout ce qui est thérapie comportementale et cognitive, on aura l'occasion d'y revenir après, il a créé une petite théorie, c'est le petit vélo de Charlie. Qu'est-ce que cette figure évoque? On a deux parties dans cette relation. Là, c'est écrit thérapeute, mais en tout cas, c'est professionnel de santé et le patient. Le professionnel de santé, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer le patient. De toute manière, c'est ce qu'on attend de vous. Il va l'observer pour trouver des symptômes, pour évaluer son attitude. Il va l'observer. Mais il va aussi s'observer lui. Le soignant va s'observer lui-même pour avoir conscience de ce que ça provoque chez lui, cette relation. Et en plus de ça, le soignant va observer la relation qui s'établit entre lui et son patient. Ce qui va permettre après de définir le type de la relation.
Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc l'observation du patient pour y voir des symptômes, pour observer les réactions. L'auto-observation, pour avoir conscience de ce que nous on ressent et ainsi pouvoir agir. Et ensuite, l'observation de la qualité de l'entretien. Comment se déroule l'entretien, la consultation, peu importe. Tous ces mécanismes, toute cette réflexion, c'est pour parvenir à ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, alliance, le terme signifie une entente. Il faut que le soignant et le soigné, ils soient d'accord sur les objectifs. Il faut qu'il y ait une collaboration. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Si le patient est récalcitrant, on n'avancera pas. Et puis bon, de même pour le soignant. Après, c'est son métier. Donc, le but, c'est d'atteindre des objectifs fixés. Il y a une entente sur les objectifs fixés, mais, et c'est aussi important, il faut qu'il y ait une entente sur les moyens de les obtenir. Parfois, on peut être d'accord sur les objectifs, mais pas sur les moyens d'y parvenir. Par exemple, s'il est nécessaire, je ne sais pas, il faut que le patient se lance dans un régime particulier pour arriver à un état de santé qui est sain, qui est équilibré, il faut qu'il soit d'accord. Lui, effectivement, il veut retrouver un état de santé sain, néanmoins, il faut qu'il soit aussi d'accord avec le moyen. Il faut qu'il soit prêt à s'y consacrer et à s'y accrocher. Donc, l'alliance thérapeutique, encore une fois, ça n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui va se construire. Comment ? Donc là, je ne sais pas si c'est très visible, mais de toute manière, pas d'inquiétude, on va revenir sur les étapes. Ça ne se construit pas d'un coup. Du fait de vos statuts, de vos positions, du fait qu'un soignant est soignant et que le soigné est soigné, il ne va pas y avoir une relation qui va se créer comme ça, bam. Ça ne se fait pas d'un coup. C'est quelque chose de progressif et il y a plusieurs étapes qui doivent être toutes bien réalisées en quelque sorte. C'est une sorte d'escalier. La première marche, c'est la politesse. Bon, ça paraît quelque peu évident, mais c'est très important. La première impression qu'on va faire à son patient. Voilà, la politesse de base, dire bonjour, se présenter, dire qui on est, pourquoi on est là. Faire en sorte que de prime abord, le soigné se sente bien, se sente à l'aise. À partir de là, si on arrive à faire en sorte que cette première étape se déroule correctement, on va arriver à une relation qui est purement fonctionnelle. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que le soignant, d'un point de vue fonctionnel, il va donner quelque chose au soigné. Il va réaliser des actes techniques, par exemple. Il va, je sais pas, effectuer une prise de sang, un massage, ou peu importe. À vrai dire, il va délivrer des médicaments. C'est quelque chose de fonctionnel. Ensuite, il faut qu'il s'établisse une relation de confiance. Il faut que le soigné se sente écouté par le soignant et qu'inversement, le soigné vienne à écouter le soignant. Il faut qu'il y ait une confiance. Il faut qu'en plus, le patient se sente libre de livrer des choses plutôt personnelles. Ce ne sont pas des sujets dont on discuterait avec tout le monde. Parfois, ce sont des sujets un peu sensibles, des choses considérées comme honteuses, dont on ne parlerait pas à n'importe qui. Pour que le patient se livre complètement et qu'il soit honnête, il faut qu'il ait confiance en vous. Donc si on parvient à gravir toutes ces marches, on arrive in fine à une relation d'aide et d'empathie. C'est l'objectif. Ce que vous voulez faire, c'est aider. C'est pour ça que vous êtes là. Mais pour y parvenir, il faut passer d'abord par toutes ces petites étapes. Donc voilà. Hop. Maintenant, c'est un petit peu répétitif, on va revenir sur ça. Comment construire cette alliance ? En fait, c'est un cercle vertueux, en l'occurrence. Si le soignant fait preuve d'une écoute qui est empathique, qui n'est pas simplement passive, mais qui est active, une écoute qui est bienveillante, le soigné, lui, va accepter cette relation, va même y participer, y contribuer. Cette relation va favoriser l'obtention des traitements, va favoriser la progression de la situation. Le soignant va se sentir dans une position de réussite, ça se passe bien, c'est super, donc il va être d'autant plus à même d'écouter avec empathie. Donc encore une fois, c'est un cercle vertueux, l'un entraîne l'autre et on s'entraîne tous vers le haut. En fait, tout simplement, si le soigné se sent bien, ça roule, c'est tranquille, donc le soignant se sent bien, donc le soigné se sent bien, et ainsi de suite.
Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Donc justement, en parlant d'attitude du soignant, on va évoquer les différentes attitudes. Alors encore une fois, hein, il y a plein d'autres attitudes, on va un petit peu parler des plus grandes, ou du moins des plus évidentes. Les attitudes à adopter. Il y a des choses assez précises à faire et à ne pas faire. On va déjà évoquer l'apathie. Qu'est-ce que c'est que l'apathie? L'apathie, c'est l'indolence ou l'indifférence de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un, mais poussée à l'extrême, à l'insensibilité qui est complète. C'est une nonchalance, une inertie. On n'est pas ému par l'autre. On est complètement indifférent à l'autre. Donc ça, vous vous en doutez, dans le cas d'une relation soignant-soigné, c'est pas ce qu'on recherche. Vous êtes d'accord? L'antipathie. L'antipathie, en l'occurrence, ce n'est plus cette sorte de neutralité extrême. C'est plutôt une aversion. C'est vraiment une hostilité qui est instinctive, qui est non raisonnée et qui est même démesurée à l'égard de quelqu'un, de quelque chose, peu importe. Encore une fois, vous vous doutez que ça n'est pas ce qu'on veut. La sympathie, maintenant. La sympathie, c'est participer à la joie d'autrui, c'est ressentir ce qu'il ressent, c'est complètement se mettre à sa place. C'est vraiment participer à ses émotions. Selon vous, est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche, la sympathie, du point de vue du patient? Donc si vous êtes d'accord, vous pouvez faire les petites marionnettes. Si vous n'êtes pas d'accord. Donc selon vous, la sympathie, est-ce que vous devez en faire preuve? Alors il y a pas mal de oui, quelques non. Eh bien, ça peut paraître contre-instinctif, mais la réponse est non. La sympathie, ce n'est pas ce qu'on recherche dans le cadre de la relation soignant-soigné. C'est bien ceux qui ont bien répondu. Bravo, ils sont contents. Ce qu'on recherche, nous, ici, c'est l'empathie. Alors la nuance, elle est assez subtile, je vous l'accorde. L'empathie, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui et de percevoir ce qu'il ressent. Faire comme si on était à sa place, mais là, la notion, c'est le comme si. La sympathie, c'est vraiment ressentir avec lui. C'est si la personne pleure, vous vous mettez aussi à pleurer. Et l'empathie, c'est admettre, accepter le fait que la personne ressent de la tristesse, le comprendre, l'enregistrer et se comporter en adéquation avec ça. Vous, en tant que soignant, vous allez faire face à des situations où les personnes sont dans la détresse. Si votre patient se met à pleurer et qu'en face vous pleurez aussi, c'est pas ce qu'on recherche. Vous devez accepter le fait que oui, il y a une détresse et agir en conséquence. Donc, c'est l'empathie qu'on recherche. Voilà. Donc, quand c'est rouge, c'est non. Quand c'est vert, c'est oui. Voilà, ce sont des définitions tirées du Larousse pour la plupart. Mais voilà. Donc, en vrai, ce qu'il y a à retenir, c'est l'empathie. Hein. C'est un peu la chose phare. Maintenant, on va aborder un aspect encore plus pratique. Comment concrètement mettre en pratique tout ce dont on vient de parler? Donc on va le faire d'après le guide de Calgary-Cambridge de l'entrevue médicale. Alors là, l'idée, ça va être déjà dans le cadre d'un entretien entre un soignant et un soigné. Donc l'idée, ça va être de structurer l'entrevue pour structurer la relation. Ce sont deux choses qui ne sont pas tout à fait pareilles, mais qui se font en parallèle dans la réalité. En même temps que vous allez structurer votre entrevue, vous allez déjà poser les bases, poser les cadres de la relation que vous établissez avec le soigné. Donc, il y a différentes étapes. Débuter l'entrevue, recueillir l'information, faire l'examen physique quand c'est nécessaire, expliquer et planifier, et terminer l'entrevue. Donc, ce sont des étapes qu'on va un petit peu expliciter. Hop. Débuter l'entrevue. Eh bien, premier point, la politesse. Encore une fois, ça paraît évident, mais c'est vraiment essentiel. On se présente, on se nomme, on présente le cadre de l'intervention, le cadre de ses compétences, et on présente les objectifs. Au-delà du simple principe de politesse, d'étiquette, c'est très important. Parce qu'en faisant ça, on donne du respect, on donne de la valeur au soigné. On lui explique pourquoi il est là, et on lui rappelle que c'est lui qui a décidé de venir, et qu'à vrai dire, à tout moment, il peut s'en aller. On donne du contrôle. Cette relation, intrinsèquement, elle est asymétrique. C'est vrai. Ça, on ne peut pas tourner autour de ça, c'est asymétrique. L'idée, c'est qu'en face, le soigné se sente considéré, qu'il ne ressente pas cette asymétrie, qu'il ne se sente pas en position inférieure. Et donc, ça passe par la politesse. Alors, la prochaine étape, c'est recueillir l'information. Donc recueillir l'information, voilà, c'est
procéder à l'interrogatoire, encore une fois, recueillir toutes les informations dont on a besoin pour évaluer au mieux la situation. Encore une fois, cette relation est ambivalente, deux parties, le soignant, le soigné. Donc il y a la sphère du clinicien, du soignant, qui lui recherche à remplir son observation de manière systématique. Il veut toutes les informations. Il a un agenda médical. Voilà les symptômes, l'examen physique, les investigations, les diagnostics. En face, vous avez la sphère du patient, qui lui n'organise pas sa vie comme une observation médicale. Son agenda au patient, c'est ses idées, ses croyances, ses craintes, ses attentes, ses émotions, l'impact que tout ça aura sur sa vie. Le soignant, il a en tête quelque chose de très précis parce qu'un interrogatoire, il l'a fait encore et encore et encore. Le soigné, il ne se rappelle pas de tout ça. Sa vie, il ne s'en souvient pas comme une suite d'événements médicaux qu'il faut lister. Des fois, il va vous donner des informations pas nécessaires, il va tourner en rond, il va revenir. Ça n'est pas systématique, ça n'est pas organisé. Vous avez deux sphères, deux agendas distincts, avec des attentes et des objectifs différents. Pour recueillir les informations, il va falloir intégrer ces deux perspectives. Il va falloir que le soigné, lui, organise ses pensées, mais en même temps, il faut que le soignant le guide et qu'il parvienne à récolter les informations nécessaires, sans que ça soit tout à fait froid et tout à fait dépourvu d'empathie, justement. Hop. Ok, ça a l'air bon. Encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester si je vais trop vite. Ok. Donc pour recueillir l'information, on peut avoir recours à différents outils communicationnels. La facilitation. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des formulations facilitatrices. L'objectif, c'est de montrer que vous suivez. Quand le patient vous parle, vous pouvez dire « oui, je vois, d'accord, continuez ». C'est juste montrer que vous êtes attentive. L'écoute, elle n'est pas passive. Vous ne devez pas être un mur totalement blanc, totalement dépourvu d'émotions. Il faut montrer que vous écoutez, que ce que dit le patient vous intéresse et que vous en prenez note. Un autre outil, c'est la validation de la souffrance. Il faut montrer que vous comprenez que c'est difficile, que ce que vit le patient, ça n'est pas quelque chose d'évident, et qu'il a le droit de se sentir mal, de ne pas être bien, qu'il a le droit de ne pas fonctionner normalement. Vous validez le fait qu'il ressent de la souffrance. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle le degré d'ouverture des verbalisations. C'est un titre un petit peu à rallonge, mais en vérité, c'est juste, on va jouer sur le fait de poser des questions ouvertes ou des questions fermées. Donc des questions ouvertes du type quel est votre régime alimentaire ? L'idée, ça va être de produire des réponses spontanées. Là, le soigné, il n'est pas limité, il peut vous parler encore. Le champ des possibilités est ouvert. Les questions fermées, ça va être est-ce que vous mangez ça ? Oui, non. Est-ce que vous faites ça ? Oui, non. Il y a un intérêt aussi, c'est recentrer l'examen. Parce que les questions ouvertes, ça laisse le patient s'exprimer. Encore une fois, il peut être dans une situation de détresse, il peut être perdu, il peut s'embrouiller, il peut faire des détours, des rallongements, tout ce que vous voulez. Donc l'intérêt, après, ça va être de recentrer l'examen. Il ne faut pas oublier que derrière, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui guidez. Donc avec des questions fermées, vous revenez un peu au centre du sujet. Il y a aussi un autre outil qui est la normalisation. En fait, c'est un outil qui vous permet d'accéder à des informations qui représentent un échec, une honte pour le patient et qui peuvent induire justement ce sentiment d'honte, de fait de ne pas vouloir en parler. Par exemple, concrètement, en disant à votre patient « oui, il est normal que les hommes de votre âge ressentent tel ou tel symptôme ». Vous établissez que c'est normal. Le patient, vous lui dites « ok, tu as peut-être des soucis, tu n'as pas trop envie d'en parler, c'est un peu gênant, si tes potes le savaient, ils se foutraient de toi, mais en l'occurrence, ici, non, c'est normal. » T'es pas le seul, il y a plein de personnes qui ressentent ça, voilà. Donc vous, normalisez la chose. Et, si vous avez bien suivi, en l'occurrence, si vous êtes dans une relation de confiance, et qu'en plus, vous jouez avec la normalisation, là, il aura moins de problèmes à vous parler de ses soucis un peu personnels. Donc, toujours un peu dans cette idée, il y a également l'amplification. C'est pour éviter les sous-déclarations pour des sujets difficiles à aborder, comme par exemple les addictions, l'alcoolisme, ce genre de choses. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que, par exemple, si vous demandez au soigné, au patient, est-ce que vous buvez ? Ou alors, si vous lui demandez cash, est-ce que vous êtes alcoolique ? Il va vous dire, ah non, bien sûr que non. Si vous lui demandez, par exemple, combien de verres vous buvez par jour, et qu'il vous sort 5, 6, ou alors 3 bières et 2 verres de vin tous les soirs,
Là déjà, vous pourrez jouer là-dessus. En fait, c'est juste pour éviter que le patient minimise ce qui lui arrive. Et ça, vous pouvez l'éviter en demandant une amplitude qui est chiffrée et qui est crédible. Voilà, vous allez lui demander est-ce que vous buvez tous les jours, ou est-ce que vous allez au casino toutes les semaines, ou est-ce que... Voilà. En demandant un chiffre, vous avez une réponse qui peut être plus honnête. Si vous demandez cash, vous êtes alcoolique, parce que vous savez que c'est pas bien, évidemment, il ne va pas vous répondre. Donc il y a encore plein d'autres outils qui, encore une fois, sont très théorisés. Ce sont des choses qu'on applique dans la vie courante sans même s'en rendre compte. En fait, c'est de la communication, c'est du langage. Mais si vous savez qu'ils existaient, vous pouvez y avoir accès plus facilement dans des situations concrètes. Ok. Bon, ça a l'air bon. Prochaine slide. Faire l'examen physique. Donc là, je n'ai pas du tout rentré dans le détail, parce que ça dépend de plein de choses. C'est pas commun à toutes les filières, c'est vraiment juste pour mettre les bases. Faire l'examen physique. Préparer le patient, le prévenir qu'on examine, l'informer de tout ce qu'on fait, demander l'autorisation de le toucher. C'est une question, encore une fois, de respect. Vous accordez le pouvoir au patient, vous lui accordez le contrôle de la situation. Peu importe, à vrai dire, quelle est la spécialité, quelle est la filière, quel est le métier, l'idée, c'est de prévenir, c'est d'expliquer, de demander. Il faut que le soigné se sente en position de refuser à tout moment. Il ne faut pas qu'il soit intimidé, qu'il se dise qu'il ne peut pas dire non. Non. Voilà. C'est encore une fois, si vous êtes dans une relation de confiance, une relation d'aide, avec de l'empathie, c'est l'objectif. Ok, maintenant on vient à la partie suivante qui est expliquer et planifier. Donc, expliquer et planifier, ça veut dire fournir la quantité adéquate d'informations, aider le patient à retenir et surtout à comprendre. Il faut qu'on arrive à une compréhension partagée. Le soignant, lui, voilà, il a compris, c'est super. Il faut que le soigné comprenne. Il faut intégrer la perspective du patient à celle du soignant. Il faut que la prise de décision, in fine, elle soit également partagée. Et là, c'est un peu compliqué parce que des fois, encore une fois, il y a l'effet un peu blouse blanche. Le soigné peut être intimidé et dire oui, je comprends, sans réellement comprendre. L'idée, ça va être de prêter attention à toutes sortes de signaux, à expliquer parfois même à outrance, pour qu'in fine, il ait compris. Un patient qui a compris, c'est un patient qui va être plus actif et plus coopératif dans le cadre de son traitement, ou du moins de sa maladie. Et encore une fois, l'idée, c'est qu'à la fin, on arrive à une prise de décision qui est partagée. Si le patient a tous les éléments, toutes les informations, il comprend ce qui lui arrive, il est plus à même de faire des choix. Encore une fois, une question de contrôle, de respect. Ok. Alors, toujours pour expliquer et planifier, on va parler des 4 R de Charlie. Donc, toujours notre ami psychiatre. Les 4 R, c'est recontextualiser, reformuler, résumer et renforcer. Premier R, recontextualiser, c'est passer du général au spécifique. Donner des exemples pratiques aux patients spécifiques. Voilà. De même, on part de quelque chose qui est général, qui a été observé dans la science, que vous avez appris, et là, il va falloir le recentrer au cas du soigné, qui est, lui, tout à fait unique, comme ils le sont tous. Donc on remet dans le contexte, pour que ça parle au soigné. L'autre R, c'est reformuler. Il faut montrer que vous avez compris. Là, je parle du point de vue du soignant. Il faut montrer que vous, en tant que soignant, vous entendez ce que dit votre patient, que vous comprenez ce qu'il dit. Donc là, vous pouvez verbaliser, les émotions. Oui, ça ne doit pas être facile. Oui, je comprends ce que vous dites. Avec un ton, encore une fois, peut-être pas celui que j'ai employé, mais un ton qui se veut bienveillant et compréhensif. La répétition peut être utile. Vous pouvez répéter ce que vient de dire le patient. Oui, donc vous dites que vous avez du mal à... Ça peut aider. Et ça peut aussi être utile si votre patient est réellement anxieux. Répétez, montrez que vous suivez, que vous êtes là, que vous êtes un humain en face. C'est toujours utile. Le troisième R, c'est résumer. Tout au long de la consultation, qui peut parfois être très longue, c'est résumer les informations, à la fois pour le patient et à la fois pour vous. Vous énoncez ce qu'on appelle des vérifications synthèse. Vous faites une petite synthèse de tout ce qui a été dit, en même temps vous vérifiez que vous n'avez pas perdu votre soigné.
votre patient. Voilà, résumé. Et enfin, renforcer. Donc là, par ça, on entend un renforcement positif. Donc voilà, c'est dur ce que vous avez vécu, c'est bien, c'est encore une fois reconnaître, valider la souffrance, valider les efforts. C'est pas facile ce que vous avez dû faire, voilà. C'est encore une fois être positif, être bienveillant. Hop, donc les 4 R de Charlie. Hop. Donc là, si vous retenez déjà les 4 R, c'est bien. De toute manière, je pense que si vous avez bien compris et si vous retenez les 4 R textuellement, vous n'avez pas forcément besoin de noter tout le reste. Hein. C'est assez compréhensif comme ça. Donc ensuite, la dernière étape, et pas des moindres, c'est terminer l'entrevue. C'est pas aussi simple que dire au revoir à la prochaine fois. C'est préparer la fin, planifier les prochaines étapes et programmer pour donner un contrôle au patient. Encore une fois, on revient sur cette notion de contrôle. Le patient, en venant chez le soignant, il se met dans une position de faiblesse. Il reconnaît que quelque chose ne va pas. Votre corps, quand vous êtes en bonne santé, vous ne pensez pas au fait que ça roule, que tout se passe bien. C'est presque inné, c'est normal. Quand ça se passe mal, vous vous rendez compte qu'il y a une rupture. Vous êtes trahi, en fait, en quelque sorte, par votre corps. Et pour ça, pour faire en sorte que l'équilibre revienne, vous allez voir un soignant. Donc vous allez le voir dans une position qui est « oui, je reconnais, mon corps m'a trahi, ça ne va pas ». Donc c'est pas évident. En face, vous avez le soigné dans sa blouse ou peu importe ses habits de travail, qui a le pouvoir, qui a le savoir. Cette relation, voilà, par nature, elle est déséquilibrée. Donc la notion de contrôle, on la retrouve tout au long de cet exposé. Il faut que le patient se sente en contrôle. C'est très très important. Qu'il se sente en confiance, en contrôle et qu'il se sente respecté. Donc si vous programmez avec lui, eh bien vous lui donnez du contrôle. Si vous expliquez ce qu'il faut faire, les prochaines étapes, lui, il va le comprendre. Et il va plus facilement l'accepter. L'idée, c'est aussi d'avancer dans la progression, c'est d'avancer dans le traitement. Donc il faut que le patient il soit coopératif, qu'il soit compliant. Hop. Petit résumé de la fin de l'entrevue. Ok. Donc maintenant, ok, vous avez toutes les étapes en tête, vous avez votre déroulé, vous y êtes, ça y est, vous êtes sur le terrain, vous avez votre patient en face, peu importe dans quelle filière, à vrai dire, vous avez votre patient. Comment savoir que ça se passe bien ? Comment savoir que ça se déroule correctement ? Ce sont plein d'indicateurs, de signaux que, encore une fois, vous savez reconnaître dans la vie quotidienne, que vous utilisez. Si l'entretien se déroule comme une conversation, que tout est fluide, qu'il y a un contact visuel qui est établi, qui est clair, si l'ambiance elle est plutôt bienveillante, qu'il y a une collaboration, que les informations elles sont données de manière spontanée et qu'elles sont acceptées en retour, là vous savez que ça se passe bien. Si le patient a une attitude physique très renfermée, qu'il a le regard évitant, qu'il a du mal à vous fournir les informations nécessaires, que vous sentez que vous devez tirer, que vous devez vraiment porter cette relation, là, il y a un souci. Il peut y avoir des situations de crise. En cas de crise, que faire ? Nommer les émotions. Mettre un mot, mettre un nom sur ce qui se passe. Il faut apporter des éléments de sécurité. Ça peut passer par le ton de la voix. Ça peut passer par des informations. Encore une fois, essayer de redonner du contrôle au patient. Vous, dans tous les cas, il ne faut pas que vous alliez dans ce qu'on appelle un escalier symétrique. Le but, c'est qu'en face, s'il y a de la violence, s'il y a de l'énervement, il ne faut pas répondre avec de la violence, de l'énervement. Encore une fois, ça semble évident. Il faut que vous soyez, encore une fois, dans cette position de neutralité, de bienveillance. Donc ce sont plein d'indicateurs que vous savez reconnaître. Quand vous parlez à quelqu'un, un de vos amis, vous savez quand quelque chose ne va vraiment pas, s'il vous évite du regard, s'il est moins loquace que d'ordinaire, vous comprenez que quelque chose ne va pas. Et là, ça sera parfois d'autant plus évident qu'encore une fois, les patients arrivent déjà dans une situation particulière. Ok, dernière partie de ce chapitre relations soignant-soigné. Donc maintenant, on a vu un petit peu ce qui caractérisait cette relation, comment faire en sorte de la construire de manière efficace et de manière positive. Mais tout ça, toutes ces réflexions, elles ne viennent pas de nulle part.
Ça vient du fait qu'il y a eu plusieurs modèles de relations, il y a plusieurs choses qui ont été faites en accord avec la société et les valeurs qu'elle portait à ces moments précis. Donc de ce fait, il y a eu différents modèles, comme je le disais, de relations soignant-soigné. On va parler du premier, entre guillemets, ou du moins, du premier dans notre société occidentale, c'est le modèle paternaliste. Donc cette relation-là, elle est encore plus inégalitaire. Le respect du patient n'est pas au premier plan. Ici, nous avons un soignant qui, encore une fois, a le pouvoir, a la connaissance, point. Le patient, il est peu concerté, il est peu informé. Après tout, il ne sait pas. Pourquoi, à ce moment-là, lui demander son avis? Le patient, il est passif, il délègue tout son pouvoir de décision au soignant. C'est une relation paternaliste. C'est un père qui sait mieux. Lui, il sait, lui, il a l'expérience. Alors pourquoi est-ce que le patient aurait voix à la parole? Il n'a pas les études, il n'a pas la connaissance. Donc c'est plus simple si on dit que le soignant décide de tout. Donc voilà ce modèle. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le modèle informatif, qui est plutôt très différent. En l'occurrence, le soignant, c'est un expert. Il fournit des informations qui sont factuelles, qui sont pertinentes. C'est un prestataire de service. Et le patient, lui, il contrôle les soins médicaux. Il est autonome. En fait, le soignant agit selon le souhait du patient. En l'occurrence, c'est une relation strictement professionnelle. Vous allez voir, je ne sais pas, vous allez chez un garagiste. Oui, voilà, il vous dit ce qui ne va pas avec votre voiture. Qu'est-ce que vous faites? Oui, non, non, ok, tant pis. Voilà. En l'occurrence, il n'y a pas une relation qui est basée sur l'aide et la bienveillance. Le soignant, encore une fois, c'est un prestataire de service. Donc c'est vraiment une relation qui est très contractuelle. Hop. Voilà. Donc on va maintenant aborder deux autres modèles. Est-ce que c'est bon? Vous avez annoté toutes les infos importantes? Ok, je vais prendre ça pour un oui. Donc on va continuer avec deux autres modèles. Le modèle interprétatif. C'est un modèle de décision partagée. Le soignant, ok, il informe de manière factuelle, mais ce n'est pas qu'un expert, c'est un conseiller. Et les valeurs du patient, elles sont en construction, elles sont conflictuelles. Le patient, il arrive avec des idées. Qu'est-ce qu'il a envie de faire versus qu'est-ce qu'il est possible de faire? Ces valeurs sont prises en compte. Le soignant, son rôle, ça va être d'élucider, d'interpréter ces valeurs. Encore une fois, le patient arrive avec une vision des choses, le soignant, son rôle, ça va être de lui expliquer ce qu'il est possible ou non de faire. Et le patient, il va tenter de comprendre ces valeurs qui sont soutenues par le soignant. Et de cette interaction naît un choix thérapeutique. Voilà. Donc, toujours, là, vous noterez quand même qu'il y a eu une évolution, au travers de ces trois modèles, du statut du soignant et du soigné. On passe d'un soignant qui est tout-puissant, qui est le seul organe décisionnel dans cette relation, à une décision qui est partagée. Donc, le dernier modèle, qui est le modèle idéal, du moins à l'heure actuelle, c'est le modèle délibératif. Aussi un modèle de décision partagée. On pousse en fait le modèle précédent. Donc, les valeurs du patient, comme je vous l'ai dit, elles sont en construction, elles peuvent être conflictuelles, mais elles sont ouvertes au développement. Elles peuvent être révisées, elles peuvent être modifiées. Là, on a une délibération qui est éclairée entre deux sujets qui sont libres et pensants. Ok, bon, ça fait un peu pompeux dit comme ça. Mais en gros, on a un soignant qui, encore une fois, a tout un éventail de connaissances, et un soigné qui a également ses propres connaissances, déjà la connaissance de son propre corps, de ses propres ressentis, mais qui est prêt à écouter. Le patient, au travers de cet entretien, il va développer sa propre morale, ses propres valeurs. Le soignant, lui, il propose ce qu'il pense. Et il doit s'assurer que le patient ait saisi les bénéfices et les inconvénients. Cette approche, elle est centrée sur le patient. Là, en l'occurrence, le soignant va vraiment faire en sorte de donner toutes les informations nécessaires pour que le patient comprenne au mieux la situation. C'est un cadre de travail qui est bienveillant et avant tout non directif. Encore une fois, prise de décision partagée. Vraiment une notion de partage.
Donc c'est le modèle auquel on aspire à l'heure actuelle. Voilà, vérifier. Encore une fois, je précise, quand j'affiche ces petites slides, c'est pas pour que vous recopiez tout mot pour mot, c'est juste pour que vous puissiez vérifier que vous avez l'essentiel. Et si vous ne l'avez pas, ça n'est pas dramatique non plus. Ok, donc pour ce qui est de cette première partie, on est bon. Maintenant, on va passer à de la psychologie. On va aborder les grands domaines de la psychologie. Alors, c'est quelque chose de nouveau qui a été mis en place l'année dernière, et en l'occurrence, mon exposé va beaucoup se baser sur le cours du professeur Laprevotte, que vous allez normalement avoir cette année. Donc, à savoir que là, je vois qu'il me reste un petit peu moins de temps, c'est vraiment quelque chose que vous allez voir beaucoup plus en détail avec des professeurs qui sont en l'occurrence vraiment portés sur le sujet. Donc là, ce que je vais vous expliquer, c'est des petites notions. Si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Si vous ne prenez pas tout en note, c'est pas grave non plus. Voilà. Là, c'était vraiment la star, on va dire, de ce CM, c'était la relation soignant-soigné. Et maintenant, on va passer à de la psychologie. Bon, je reviens en arrière. Encore une fois, si on n'a pas le temps de voir tout, c'est pas grave. Si vous ne prenez pas de notes, c'est pas grave non plus. Ok. Alors, les grands domaines de la psychologie. Donc déjà, avant toute chose, la psychologie, c'est quand même un domaine assez spécifique, donc on va établir quelques définitions pour que vous ayez tous les outils en main pour comprendre un petit peu le sujet. Hop. Bon, je vais déjà vous afficher l'introduction, mais s'il vous plaît, ne recopiez pas, essayez plus d'écouter, c'est ce qui est plus intéressant. Enfin, recopiez si vous voulez, après tout, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, en l'occurrence, l'idée, c'est vraiment que vous compreniez. Donc la psychologie, selon Larousse, c'est une discipline qui vise la connaissance... J'ai pas compris, mais... Ah, ok. Alors, la psychologie, donc c'est pas une discipline, du coup, ils vont le refaire, non, c'est bon, qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement. En fait, on va étudier le psychisme humain. Le psychisme humain, c'est ce qui nous donne à la fois notre sentiment d'identité personnelle et qui, en plus de ça, base nos relations aux autres. Qu'est-ce que c'est que le psychisme ? C'est l'ensemble des caractères psychiques d'un individu qui concerne la vie mentale, dans ses aspects conscients et ou inconscients qui fondent sa personnalité. C'est ce qui fait que notre personnalité est telle qu'elle est. Ce sont plein de processus qui sont portés parfois... Merci. Ce sont plein de procédés qui sont parfois portés à la conscience ou parfois totalement inconscients. La psychiatrie, c'est une spécialité médicale dont l'objet est l'étude et le traitement des maladies mentales et des troubles psychologiques. Et la psychothérapie, c'est toute utilisation de moyens psychologiques pour traiter une maladie mentale, une inadaptation ou un trouble psychosomatique. Donc c'est une méthode de soins du psychisme humain qui est basée sur l'accompagnement par un ou des professionnels. Donc là, cette première partie, on va voir à chaque fois une théorie qui a été portée par des psychologues, par des penseurs, des philosophes, et une thérapie. Qu'est-ce que cette théorie a donné concrètement dans le milieu de la psychologie ? Premièrement, la psychanalyse. Non, pas là. Alors, la psychanalyse, c'est une des premières choses à laquelle on pense dans la matière de psychologie. C'est d'ailleurs un des premiers corpus théoriques cohérents et construits qui permet de se représenter le fonctionnement du psychisme humain. Donc, il est basé sur plusieurs principes. Quand on parle de psychanalyse, on parle de psychodynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le psychisme humain, selon cette théorie, il est sous-tendu par une dynamique. Des pulsions qui sont internes, mais également par les expériences précoces de l'existence, donc dans l'enfance notamment. Et dans le cadre de la psychanalyse, le récit de vie est extrêmement important. La parole est très très importante. L'individu, il est façonné par ce qu'il a vécu. Donc, dans le cadre de la psychanalyse, on veut justement entendre ce récit de vie. Ok. Donc, un grand porteur, entre guillemets, de la psychanalyse, c'est Sigmund Freud. Les dates, on s'en fiche, vraiment, ne les donnez pas. Enfin, d'ailleurs, encore une fois, ça, c'est vraiment des informations en plus. Donc, Sigmund Freud, il a établi des topiques. Qu'est-ce que c'est qu'un topique ? Un topique, c'est en fait les différents lieux du psychisme humain. C'est en quelque sorte une carte de l'âme humaine. Bon. Donc, il a établi 2 topiques assez intéressants. Le premier se porte sur le conscient, le préconscient, l'inconscient. Le conscient, qu'est-ce que c'est ? C'est un système dans lequel l'énergie, elle est liée, elle va pouvoir se mettre au contact avec l'environnement. C'est ce que, encore une fois, inconscient, vous avez accès à cela.
Le préconscient, c'est une sorte de filtre qui va stocker les données en mémoire, entre autres, et il va, encore une fois, faire lieu de filtre avant l'arrivée à la conscience. Il représente la liaison entre l'inconscient et la conscience. Et l'inconscient, lui, il va stocker de nombreuses notions des événements vécus en mémoire et qui vont, eux, se manifester de différentes manières. C'est une énergie qui est libre, qui n'est pas organisée, qui peut s'exprimer dans les rêves, notamment, encore une fois, selon cette théorie. Le deuxième topic, il établit que le psychisme il est constitué du ça, du moi, du surmoi. Ça, vous avez forcément entendu parler de ça à un moment donné. Donc le ça, c'est une instance pulsionnelle, notamment nourrie par les expériences. Encore une fois, on se base toujours autour des expériences de vie. Le surmoi, c'est quelque chose qui va réguler, qui va venir contrôler les pulsions. Et le moi, c'est le lieu où va venir se rencontrer tout ça. Donc Freud, il établit aussi le fait qu'il existe des mécanismes de défense qui sont établis par le moi pour réguler, lutter contre les pulsions du ça. Voilà. Encore une fois, comme il ne nous reste pas trop de temps, vraiment, ne vous embêtez pas trop avec les notes. Pas d'inquiétude. Donc à partir de cette théorie, on a établi une thérapie qui est la psychothérapie analytique. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est l'application pratique de tout ce que je viens de dire. Donc les troubles psychiques, c'est le résultat de conflits qui sont inconscients. Il y a un déséquilibre. Le but, c'est de retrouver l'équilibre. Que ce soit pour la santé qui est strictement biologique ou mentale, l'objectif final, c'est un équilibre. Donc la personne, elle doit vaincre ces conflits, faire parvenir les mécanismes refoulés à la conscience. Si on prend conscience des problèmes, on peut les régler. Donc pour ce faire, avant, on passait par notamment l'hypnose, la catharsis également. Qu'est-ce que c'est que la catharsis ? C'est faire dire le plus possible à la personne. Le thérapeute, il est là pour faire parler, pour que les choses sortent et reviennent à la surface. L'analyse et l'écoute, elle se fait dans une neutralité qui se veut bienveillante. Et il y a le principe de libre association, c'est laisser passer le patient d'un sujet à l'autre. Voilà, voir quel sujet lui fait penser à quel sujet et de ces liens établir des conclusions. Il y a une énorme importance qui est posée sur la relation entre le thérapeute et le patient, notamment grâce au transfert contre transfert, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. La psychanalyse, elle présente des limites, notamment des doutes sur son caractère scientifique. Selon Karl Popper, une science doit être réfutable et donc pouvoir être testée pour tenter de l'infirmer. Et pour tester une théorie, pour pouvoir l'infirmer, il faut qu'elle soit reproductible. En l'occurrence, ça n'est pas le cas, puisque cette relation, du moins cette thérapie, se base quasiment essentiellement sur la relation entre le thérapeute et le soigné. On ne peut pas reproduire ça, c'est propre à chaque individu. C'est basé sur le dialogue. On ne peut pas le répéter à l'identique, donc on ne peut pas le tester, donc on ne peut pas l'infirmer. Pareil, pour tout ce qui est médecine basée sur l'épreuve, ça nécessite de faire une série d'épreuves statistiques pour la tester, c'est impossible, puisque c'est quelque chose d'unique, de non reproductible. Donc, à l'heure actuelle, on considère que c'est plutôt une méthode de travail sur soi, la psychanalyse. C'est pas vraiment une méthode de soin à proprement parler. Encore une fois, c'est un outil. À l'heure actuelle, c'est ce qui est considéré. Maintenant, on va passer au comportementalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le comportementalisme ? Pour parler du comportementalisme, il faut parler de Pavlov. Je ne sais pas d'où il vient, donc cet accent n'est pas factuel. C'est le premier comportementaliste. Donc, il faut savoir que le comportementalisme et la psychanalyse, ils ont longtemps été en opposition, il y a eu beaucoup de controversions. Donc Pavlov, qu'est-ce qu'il a établi ? Lui, il se base beaucoup sur le réflexe acquis, qui précède un apprentissage. On appelle ça un réflexe conditionné. Je m'explique. Alors, il a fait des expériences. Son chien, dès qu'il sortait la gamelle pour lui donner à manger, son chien se mettait à saliver. Voilà, il reproduisait, la vue de la gamelle faisait saliver son chien. Ensuite, il a associé le fait de sortir la gamelle au fait de sonner une cloche. Il l'a associé. À la fin, juste le bruit de la cloche suffisait à faire saliver son chien. C'est pas quelque chose d'inné. Ce réflexe, il n'est pas programmé biologiquement. Il est donc acquis, il est conditionné. Donc selon lui, le psychisme, il doit avant tout se décrire via le comportement, via nos réactions aux choses. Ensuite, on va parler de Skinner, dans le cadre, encore une fois, du comportementalisme. Donc vraiment, vous ne stressez pas avec la prise de notes. Donc, le comportementalisme se base sur un renforcement positif et négatif. Et donc Skinner, pour ça, il a aussi fait des expériences via la boîte de Skinner.
La boîte de Skinner, qu'est-ce que c'est? Donc il y a des souris dans une cage, et il y a une boîte avec 2 leviers. Un levier qui délivre de la nourriture, et un levier qui délivre des électrochocs. Donc là, à partir de ça, il va y avoir un renforcement positif ou négatif. Je ne rentre pas dans le détail de l'expérience, mais l'idée, ça va être de décrire les comportements des êtres humains, puis en tirer des conclusions. En fonction, encore une fois, de ces renforcements, des conséquences. Voilà. Hop. Mais le comportementalisme, comme la psychanalyse, présente des limites. Donc là, vous pouvez observer ce petit schéma. Donc il y a un stimulus qui va passer par une boîte noire et qui va donner une réponse. Le stimulus, il est modifiable, il est contrôlable. Par exemple, voilà, c'est le fait d'apporter la gamelle, de faire sonner la cloche. La réponse, elle est observable, elle est analysable. Mais la boîte noire, on ne peut pas l'ouvrir. Ça correspond au psychisme. Donc le comportementalisme, ça consiste à agir sur le stimulus, puis observer la réponse. Mais être très prudent sur les conclusions qu'on va en tirer, puisqu'on n'a pas accès à la boîte noire, on n'a pas accès au psychisme. Hop. Et donc, de cette théorie du comportementalisme, on est passé au cognitivisme. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, ou du moins à la psychologie cognitive. Donc, cette théorie, elle consiste à s'intéresser à ce que contient la boîte noire et comment elle peut influencer la réponse au stimulus. Donc, dans la boîte noire, il peut y avoir tout ce qui est cognition, perception, attention, mémoire. Par exemple, l'exemple du chien. Il faut qu'il entende la cloche, certes, mais admettons, je ne sais pas, il a un problème d'ouïe, mais il n'entend pas la cloche, donc il n'est plus conditionné. Il a un problème d'attention. Il ne va pas faire attention à la cloche suffisamment pour que ça fonctionne. Il a un problème de mémoire. Voilà. Hop. Donc on va s'intéresser au contenu de la boîte. Hop. Pour ce faire, donc on va passer par la psychologie cognitive. Donc Aaron Tebeck, qui a porté encore une fois ce mouvement, il a établi des modalités thérapeutiques basées sur des schémas cognitifs. Un schéma cognitif, c'est un processus par lequel nous traitons l'information sur nous-mêmes, sur le monde et sur l'avenir. Ce sont des processus qui sont automatiques, répétés dans l'existence et qui peuvent, de ce fait, générer des pensées automatiques. Concrètement, un schéma cognitif dans le cadre de la dépression, c'est un schéma qui est autodépréciatif. C'est un schéma qui va, par exemple, correspondre à de la tristesse. Mais cette tristesse, elle va s'infiltrer partout. Elle est pathologique. C'est là, l'information, elle va être traitée via ce filtre de la tristesse. Donc c'est pas quelque chose qui se limite à un domaine. Tous les aspects de la vie de cette personne vont être modulés par cette tristesse, par ce schéma cognitif précis. Et ça, pour le coup, ça va être aussi un cercle. La personne va vivre selon ce filtre, va se sentir coupable, va être plus triste. Voilà, il y a tout un phénomène, encore une fois, de cercle vicieux. Hop. Donc, tout d'abord, nous avons eu la première vague avec ce qui est du comportementalisme, avec Aaron, Tebeck et Skinner. Non, pardon, avec Pavlov et Skinner. Ensuite, nous avons eu la deuxième vague du cognitivisme avec Aaron. Et la troisième vague, c'est quelque chose qui va un petit peu mixer, mélanger tout ça. On va intégrer les émotions dans les schémas de pensée. Et c'est extrêmement centré sur la notion d'acceptation. C'est le fait d'accepter ses pensées, ses ressentis négatifs, y compris les schémas automatiques. C'est avoir conscience qu'ils ont lieu, qu'ils existent. Et les laisser venir de manière neutre plutôt que de lutter. Donc c'est se détacher de ces schémas, en fait. C'est travailler, les identifier pour pouvoir s'en détacher. Et c'est notamment... Attendez, hop. Oui, il y a une notion de pleine conscience qui est au centre un petit peu de tout ça. Être en pleine conscience, c'est se concentrer sur le présent, sur ce qu'on ressent pour mettre à distance les pensées plus négatives ou du moins rationnelles. Il y a notamment tout ce qui est méditation qui est assez important dans le cadre de cette thérapie. En l'occurrence, ces psychothérapies-là, elles sont reproductibles et évaluées. Pourquoi ? Parce que là, on se base sur un postulat de base, les schémas cognitifs. C'est un postulat qu'on a émis. L'influence du thérapeute, elle n'est pas au centre de la relation. Elle est accessoire. Le thérapeute met en œuvre une théorie, et donc on peut la tester, on peut la reproduire, et d'un point de vue scientifique, elle est déjà plus solide, on va dire. Alors, la psychologie humaniste.
Donc qui naît, elle est née, elle, complètement en fait de ce conflit dont j'ai pu vous parler entre la psychanalyse et les thérapies comportementales cognitives. Elle est basée notamment sur la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow. Donc cette hiérarchie des besoins, elle hiérarchise, comme son nom l'indique, les besoins humains. En premier lieu, il y a tout ce qui est besoin physiologique, manger, dormir. C'est tout ce dont a besoin l'être humain pour être équilibré. En premier lieu, les besoins biologiques, manger, dormir. Les besoins de sécurité. Savoir qu'on ne va pas mourir à tout instant. Voilà, on a un lieu safe, on y est bien, on est en sécurité. Besoin de reconnaissance et d'appartenance. Vivre en société. L'homme, c'est un animal social, il a besoin de ça pour survivre, et également un besoin d'estime, qui vient de cette place en société. Et in fine, c'est le besoin de réalisation de soi, avoir un but, un objectif dans la vie. Donc en fait, la psychologie humaniste, elle se base sur cette pyramide des besoins, et elle essaye de les prendre en compte dans leur globalité. Et donc il y a plusieurs théoriciens, plusieurs penseurs qui ont travaillé là-dessus. Alors là, je vous donne des noms, c'est juste pour leur donner des noms, mais encore une fois, ne les retenez pas. Notamment, par exemple, Carl Rogers, qui a établi le fait qu'il faut pouvoir s'ouvrir à l'éventail de ses besoins, mais pour ça, il faut se libérer de ses propres défenses personnelles. Il faut travailler sur des mécanismes de défense pour pouvoir s'ouvrir à tous ses besoins, et donc s'accomplir de manière pleine et entière selon cette pyramide. Alors Viktor Frankl, il va encore plus loin. Pour lui, il faut que l'homme puisse donner un sens à sa vie. Pour le citer, la principale préoccupation de l'homme, ça n'est pas de gagner du plaisir ou d'éviter la souffrance. Donc là, il fait une allusion au comportementalisme et à la boîte de Skinner, si vous vous rappelez. Avoir à manger et éviter l'électrochoc. Donc selon lui, son but, ça n'est pas de gagner de la souffrance. Non, ça n'est pas de gagner du plaisir ou d'éviter la souffrance, mais plutôt de voir un sens à sa vie. C'est son objectif. Voilà. Et donc de cela sont nées différentes thérapies, notamment la thérapie de soutien. La thérapie de soutien, elle est basée sur l'alliance thérapeutique, dont on a parlé précédemment. Et là, l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une très grande bienveillance de la part du thérapeute envers son patient. Le thérapeute est toujours dans une position de neutralité et il est engagé vers la guérison du patient. Le but, c'est de le soutenir. Donc pour ce faire, il y a d'autres outils, encore une fois, qui ont été mis en place, notamment l'entretien motivationnel. Donc, il est complètement né de ces théories humanistes. Il est basé sur une communication qui est directive, qui est centrée sur la personne et ses besoins. Elle est destinée à faciliter le changement tout en tenant compte des résistances. En fait, on regarde le patient qui vient vers vous, où est-ce qu'il en est par rapport aux différents stades de changement. Est-ce qu'il est réticent? Est-ce qu'il se complaît dans sa situation actuelle? Est-ce qu'il a envie de changer? Donc on va évaluer tout ça, on va étudier ses résistances et on va essayer de les contourner. Un exemple d'application concret, ce sont les conduites addictives. Lors de cet entretien, on va évaluer sa motivation, ce qu'il est prêt à faire pour s'en sortir ou non, contourner les résistances, pourquoi initialement il y a cette addiction qui est née, notamment. Après, il y a d'autres, toujours dans le cadre de la psychologie humaniste, qui doit être assez neutre, il y a d'autres théories qui ont été évoquées, donc là c'est pas écrit, je vous le dis comme ça, notamment la logothérapie, toujours par Viktor Frankl, qui parlait du fait de donner un sens à sa vie. En fait, il a construit une thérapie entière, structurée sur le but de donner un sens à sa vie. En l'occurrence, c'est pas totalement neutre parce que Viktor Frankl, c'est un survivant des camps de concentration, et donc il a basé en fait toute sa thérapie autour de ça. Là, elle perd en quelque sorte en neutralité, mais c'est aussi pour montrer que tout ça, c'est influencé par la société et par les codes de cette société, par les expériences de cette société. Hop. Donc voilà, l'entretien motivationnel. Bon, le chrono déroule, mais j'ai quasiment fini, il me reste une toute petite partie, j'ai vraiment bientôt fini. Donc en dernier lieu, le dernier grand domaine dont j'aimerais parler, ce sont les théories systémiques et de communication. Donc ils sont... Non mais je vous promets, j'ai bientôt fini, vraiment, je finis juste cette partie et c'est fini. Donc ces théories-là, elles sont très influencées par les recherches en mathématiques et par la logique. Donc en fait, en l'occurrence, pourquoi systémique? C'est parce qu'on part du principe que, du moins les penseurs de ce mouvement partent du principe que le comportementalisme, le cognitivisme, la psychanalyse, ce sont des monismes. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ils se centrent sur un seul objet, qui est la personne. Selon ce mouvement, en fait, il faut regarder le patient dans son environnement, dans son système.
Et en fait, tout est un système. Une famille, c'est un système. Donc il faut évoluer les interactions entre les membres de ce système, qui sont régis par un certain nombre de règles. En comprenant le système, en comprenant les règles qui sont établies dans ce dernier, eh bien, on peut voir qu'est-ce qui ne va pas, la position de la personne. Voilà. Et donc de ça, après, voilà, je ne vais pas faire le détail, mais sont nées plusieurs psychothérapies, donc familiales, dans le cadre du système de la famille, des différents rôles, thérapie orientée solution, se concentrer sur les ressources que la personne est prête à investir. Il y a de l'hypnose, voilà, il y a plein de mouvements qui sont nés de ça. Donc ça, c'est la conclusion, rassurez-vous. Alors la conclusion, entre autres, c'est quelque chose normalement qui va être plus développé. C'est pas vraiment la conclusion, mais c'est pour vous dire. Là, en l'occurrence, on s'est concentré sur les théories. Mais il y a plein d'autres choses. Il est possible de se concentrer sur la neuropsychologie. Par exemple, la biopsychologie. Quand on a des soucis dans certaines zones du cerveau, des lésions au niveau du cerveau, on va être dans l'impossibilité de communiquer. Donc c'est se baser sur ça. Sur la psychologie sociale. Comment est-ce qu'on part dans le cadre de la société ? Des notions d'éthique, les rapports avec l'autorité, ce genre de choses. Et en fait, l'objectif, c'est que la psychologie, elle soit intégrative. C'est qu'on comprenne qu'il n'y a pas de séparation entre le corps, l'esprit et la personne en société. Là, ce qu'on a fait, c'était très limité, très séparé. Mais in fine, en fait, on est quelqu'un, on est un être humain, on a des fonctions biologiques, on vit dans une société et on a un esprit qui fonctionne de manière unique. Il y a des phénomènes de causalité, d'interaction entre toutes ces composantes. Et l'objectif, c'est pas de tout compartimenter, c'est de prendre en compte tout ça pour aider au mieux et pour soigner au mieux. Voilà, c'est fini. Bon, c'était la... Voilà. Bon, j'espère que ça a été, que c'était pas des notions